site Internet. Donc, on vous invite là, à aller sur le site, sur le lien pour aller dans la boutique, justement, éphémère All-Tide du Forum annuel. Donc, durant le webinaire, bon, comme je le répétais, pour les nouveaux arrivants là, à la présentation, on utilise le QR ou le QA au bas de l'écran. Essayez de vous limiter à cette option-là, que ça va nous permettre là, de répondre puis de communiquer l'ensemble des questionnements sur la présentation. Sans plus tarder, je vous présente Amélie Trudel, qui est conseillère en prévention à l'APSAM. Amélie travaille de façon étroite dans le secteur aquatique. Elle connaît très, très bien les piscines. Elle travaille aussi pour conseiller là, les policiers en milieu municipal. Donc, c'est son autre mandat. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille en collaboration étroite avec Amélie pour s'assurer que les surveillants sauveteurs travaillent en toute sécurité là, autour des plans d'eau. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Amélie. Donc, bonne conférence à tous. Merci, François. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis contente de voir que vous êtes là aussi. En fait, les gens de la société m'ont demandé de regarder avec vous toute la question de la surveillance et tout ce qui est le travail autour des piscines en contexte COVID avec la question des équipements de protection individuelle. Fait que quel masque on porte, quand est-ce? Est-ce qu'on doit circuler avec un couvre-visage, un masque? Donc, il y a différentes questions autour de ça et on va pouvoir regarder ça un peu ensemble pour essayer de démêler tout ça, essayer de voir quelle situation de travail va nécessiter quel équipement, puis quel type d'équipement aussi. Donc, on va garder différents éléments. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là hier à la conférence du docteur Stéphane Perron de la santé publique, là, de l'INSPQ, en fait, qui était là hier après-midi. J'ai repris quelques éléments que lui a présentés hier aussi, là, juste parce qu'évidemment, le message est cohérent. Là, on essaie d'avoir tout le monde le même message. Justement, sur ça, je tiens à vous mentionner que nous, à l'APSAM, on n'a pas nécessairement développé des contenus. On y va, nous aussi, avec toutes les recommandations là, qui proviennent soit du groupe de travail SAT, donc Santé au travail COVID-19, l'INSPQ, ont aussi publié plusieurs infos. La CNESST, qui est la Commission des normes en équité, santé et sécurité du travail, qui, elle, dicte les normes en milieu de travail. Donc, c'est ce qu'on s'est basé sur ces recommandations-là. Et on a travaillé étroitement là, durant le printemps avec François, entre autres, avec la Société de sauvetage, essayer d'établir tout ce qui était les méthodes de travail, soit pour la formation des sauveteurs, soit pour faire le sauvetage ou assurer la surveillance directement. Donc, c'est des informations là, qu'on essaye qui soient assez cohérentes pour que chez vous, bien, ça puisse fonctionner dans vos milieux de travail. Somme toute, ça a quand même bien été cet été. Là, on rentre un peu plus dans les piscines intérieures. Fait qu'on va essayer de voir un peu la notion du travailleur par rapport au bénévole, par rapport au public. C'est quoi le contexte légal de tout ça? Qui a la responsabilité sur quoi? Vous entendez de plus en plus parler de hiérarchie de mesures de contrôle. Donc, c'est des informations qui ont été publiées par l'INSPQ. Reprises aussi, la mesure de contrôle veulent dire aussi mesure de prévention à proprement parler. Donc, et la CNESST et l'INSPQ ont republié. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, et comment ça nous implique dans le moyen de prévention qu'on va choisir, dans le fond, au niveau de nos surveillants, sauveteurs, moniteurs préposés. D'ailleurs, je le mentionne vite, là, tenez-moi-en pas rigueur. Je ne mentionnerai pas toujours la distinction entre le moniteur ou le formateur ou l'entraîneur. Je vais essayer là, le plus possible d'être spécifique, mais de façon générale, ça va s'appliquer à peu près à tout le monde en fonction des situations de travail que vous avez. Et après, on va aborder directement là, la notion de surveillance et équipement de protection individuelle. Donc, quand est-ce qu'on porte quel masque, pourquoi on le porte. Et j'ai rajouté une section, ça vous en avez peut-être pas entendu très souvent parler, mais toute la notion de premier secours, dans le fond, et sauvetage avec les équipements de protection individuelle. C'est la direction des services préhospitaliers
qui ont publié sur ça. Fait qu'on va regarder ça un petit peu en détail parce que ça s'applique directement à vous comme sauveteur quand vous êtes en rôle de sauveteur auprès de vos installations aquatiques. On commence par démêler travailleurs, bénévoles, publics. C'est quoi le contexte légal? LSST veut dire Loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, les travailleurs directement des centres sportifs ou d'une organisation sont des travailleurs au sens de la Loi sur la santé et sécurité du travail. Même chose pour les bénévoles. Les bénévoles doivent être assurés au sein de la CNESST. Fait que dans la majorité des cas qui vous concernent, ce serait par les associations, par les fédés. Ces gens-là doivent être protégés par des mesures qui sont prises par leur employeur. Donc, au sens de la loi, que tu sois un travailleur bénévole ou un travailleur rémunéré, bien, il n'y a pas de différence. Vous appartenez, vous êtes sous la responsabilité d'un employeur. Donc, que ce soit l'association ou le centre sportif directement ou la ville, dans plusieurs des cas, bien, vous avez des protections qui arrivent de vos employeurs. Et l'employeur a l'obligation, entre autres, de fournir un milieu de travail sécuritaire et des équipements de protection nécessaires. Donc, comme travailleur, au sens de la loi, bénévole ou non, vous travaillez pour un employeur qui, lui, doit vous fournir un milieu sécuritaire et des équipements de protection individuelle et autres, donc collective et individuelle. Ce qui amène aussi le pendant de la responsabilité comme travailleur. Vous devez de respecter les mesures qui sont mises en place par votre employeur. Donc, c'est l'article 49, l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité qui donne la responsabilité aux travailleurs et à l'employeur pour s'assurer qu'on arrive à mettre en place tous les moyens de prévention qui sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de tout le monde dans un milieu. Les associations, les fédés, sont donc responsables des bénévoles et des entraîneurs qui sont considérés comme des travailleurs au sens de la loi. Mais les propriétaires ont aussi des responsabilités supplémentaires en lien avec la protection des personnes qui fréquentent les milieux, y compris les travailleurs. Donc, que ce soit le public ou le travailleur, les propriétaires de centres ont des responsabilités et c'est eux aussi qui doivent émettre des directives aux associations ou aux usagers pour s'assurer du respect de tout un chacun. Donc, chacun en a nos responsabilités. Travailleurs, tu dois respecter la sécurité. Usagers, dans notre contexte COVID, on est en lien direct avec les recommandations, les mesures qui sont mises en place d'un point de vue de la santé publique. Et les propriétaires, eux, ont des responsabilités qui appartiennent à la coquille, donc le centre sportif à proprement parler. Le propriétaire a aussi des responsabilités et eux autres, en vertu des deux personnes, donc autant au niveau du travailleur que du public. Ça, il faut le mettre bien au clair parce que les règles pour le milieu de travail, donc dans un contexte employé-employeur, versus sécurité du public, bien, on a quelques différences dans les mesures de prévention qui sont en place actuellement, qui sont en cours au niveau de la COVID-19, là, spécifiquement pour cette fois-ci. Si on passe directement à la hiérarchisation des moyens de contrôle. En fait, la hiérarchie des mesures de contrôle, c'est de dire qu'est-ce qui est le plus efficace à mettre en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transmission de COVID. La distanciation physique, la minimisation des contacts est la mesure la plus efficace pour se protéger actuellement. Fait qu'on va privilégier, dans certains cas, du télétravail. Peu de personnes en même temps aux mêmes horaires. On va ajuster, essayer d'ajuster, adapter nos horaires pour qu'il y ait le moins de croisements possible ou le moins de personnes possible en même temps sur les lieux du travail. On va essayer de privilégier des équipes plus stables, plus petites et plus stables. Essayer de voir si on est capable de mettre les mêmes travailleurs au même poste et au même lieu. Ça, ce sont tous des beaux principes qui, dans l'aquatique, s'appliquent plus ou moins, je le sais. C'est pour ça qu'on continue avec la distanciation physique et on y revient. Ceux qui n'ont pas encore compris la notion du 2 mètres, je pense que vous n'écoutez pas les nouvelles ou vous n'allez pas à l'épicerie très souvent. Donc, le 2 mètres, c'est la distanciation physique, c'est la mesure la plus efficace et c'est celle-ci qui est prouvée comme étant la plus efficace actuellement dans la lutte qu'on mène tout le monde contre la pandémie. Fait que la distanciation physique, le 2 mètres ou plus, c'est la mesure privilégiée actuellement. Quand on tombe à moins de 2 mètres, plus que 15 minutes cumulées par quart de travail, on va regarder à voir est-ce que c'est possible de mettre des barrières physiques
Donc, est-ce qu'on peut protéger nos travailleurs qui sont à moins de 2 mètres de quelqu'un avec une barrière physique? Barrière physique étant principalement le meilleur exemple, c'est à l'épicerie, l'aconie qui est l'autre côté d'une barrière, donc d'un plexiglas ou d'une vitre. C'est la deuxième mesure qui est la plus efficace, c'est ce qu'on appelle la barrière physique. Encore là, dans notre contexte aquatique, à part au poste d'accueil, ça ne s'applique pas bien bas. C'est pourquoi, après ça, encore si on est à moins de 2 mètres, plus que 15 minutes cumulées par quart de travail, bien là, on tombe dans la situation où est-ce qu'on doit apporter des équipements de protection individuelle. Donc, en fonction du contexte de travail, pour protéger les travailleurs de la COVID, il faut qu'on porte des équipements de protection individuelle qui sont appropriés. Donc, on parle du masque de procédure, le masque chirurgical, la protection oculaire. Donc, on va voir apparaître soit les lunettes de protection ou la visière, qui recouvre complètement jusqu'en bas au menton. Dans certains cas, on va avoir les gants, la blouse, le sarrau, le survêtement. Dans votre cas, ça va s'appliquer, on va le voir un petit peu plus tard, exclusivement les gants et la blouse dans les contextes de premier secours. Donc, on est principalement dans le contexte de protection oculaire et de masque de procédure. Donc, évidemment, si d'autres appareils de protection respiratoire étaient portés dans un contexte, par exemple, d'intervention avec les produits chimiques, bien, c'est celui-là qui est priorisé parce que vous avez, les risques d'avant COVID existent encore. Donc, quand on parle, par exemple, d'aller au niveau de la chambre de chloration, des choses comme ça, il y a d'autres mesures qui s'appliquent et elles s'appliquent encore malgré la COVID. Là, ce qu'on vient gérer, c'est vraiment la situation d'intervention auprès des citoyens, clientèle et collègues, où est-ce qu'on est à proximité à 2 mètres. Donc, nécessairement, dans ce contexte-ci, on est en priorisation des mesures de distanciation physique parce que ce sont ces mesures qui sont les plus efficaces. Et je vous rappelle que la notion du 2 mètres nous provient du fait que le virus est transmis surtout à partir des particules qu'on émet lorsqu'on tousse, on parle ou on éternue. Donc, la respiration, ce qu'on émet en fait quand on parle ou qu'on atchoume, bien, ce sont des gouttelettes qui tombent plus ou moins rapidement en fonction de la grosseur. Ce qui a été étudié, ce qui a été démontré efficace jusqu'à maintenant, c'est qu'à 2 mètres, la majorité des gouttelettes, peu importe leur grosseur, vont être tombées. C'est la raison pour laquelle on va être principalement protégé quand on se tient le plus possible à 2 mètres. Bien, sinon, on met les barrières physiques ou l'équipement de protection individuelle. C'est sûr que la transmission du virus se fait, entre autres, en fonction du nombre de contacts avec des personnes différentes. Donc, qui est associé, un risque qui est différent, qui est associé à chacun des contacts qu'on a. D'où, entre autres, la notion que vous avez vue apparaître dans les écoles de bulles, parce qu'on essaye de minimiser le nombre de contacts qu'on a quand on n'est pas capable de respecter plus ou moins un 2 mètres. Évidemment, un contact à risque, ça va être avec une personne infectée ou contagieuse à plus ou moins 2 mètres, à moins de 2 mètres. Et plus la durée de contact est longue, bien, plus les risques vont être importants. Donc, on est dans ce contexte-là. C'est pourquoi il faut diminuer les contacts et essayer de maintenir le plus possible la distanciation. Donc, vous voyez que la pyramide, elle est inversée parce que les EPI sont la mesure la moins efficace par rapport à être en distance physique. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de prioriser le plus possible le respect d'une distance minimale de 2 mètres entre les postes de travail ou entre les situations de travail où on aurait à intervenir avec des gens. Donc, si on n'est pas capable de maintenir une distance de 2 mètres, on regarde pour la barrière physique, ce qui est plus ou moins possible de faire en aquatique, mais quand même, on le répète, c'est quand même ça la priorité quand on parle de hiérarchisation des mesures. C'est la deuxième mesure qu'on va essayer d'appliquer. Sinon, on va minimiser le nombre de personnes qui doivent être présentes au sein d'une même pièce dans un lieu de travail intérieur. On essaye de regarder pour une stabilité maximale d'équipe de travailleurs en place, ce qui n'est pas toujours possible non plus. Sinon, bien là, on va tomber avec l'obligation pardon, que le port des équipements de protection individuelle, donc le masque de procédure, qui va être le plus efficace si on n'est pas capable de maintenir le 2 mètres. Le fait de porter un masque ou un couvre-visage ne se substitue pas à la mise en place des mesures de distanciation. Donc, il faut tout d'abord essayer de mettre en place
la distanciation physique pour diminuer le plus possible les risques. Dans le contexte où on n'est pas capable, ce qui arrive souvent dans votre contexte de travail, on n'est pas capable de rester, dans certains cas, à moins de 2 mètres. Donc, on est à moins de 2 mètres. Sur une période de 15 minutes cumulatives par quart de travail, bien là, vous le voyez, ça va être la protection oculaire, soit la lunette, soit la visière, avec le masque de procédure qui doit être porté. Si on est à moins de 2 mètres. Masque de procédure ou couvre-visage. Je vous ai mis d'ailleurs la majorité des références en bas. Plusieurs personnes ont publié. Dans ce cas-ci, sachez que dans le contexte du travail, le couvre-visage n'est pas accepté. C'est la CNESST, c'est la CNESST qui a la prérogative sur le milieu de travail. Donc, quand on est en situation de travail, lorsqu'on ne peut respecter le 2 mètres avec la clientèle ou avec les collègues, c'est un masque de procédure qui devra être porté. Donc, c'est celui-ci. Vous en avez vu quelques-uns. Vous en avez. Donc, c'est les masques de type chirurgicaux ou les masques de procédure qui doivent être portés. Dans le contexte couvre-visage, donc vous en avez différentes sortes. Hein. C'est les tissus maison avec les élastiques, la même chose, mais qui sont en tissu, donc un couvre-visage. Celui-là est rendu obligatoire pour le public, 10 ans et plus dans les lieux publics intérieurs. Pour les travailleurs, dans un contexte de travail comme par exemple une piscine, le couvre-visage va être obligatoire au même titre que le public, sauf que ça va être dans le hall d'entrée, les aires d'accueil ou les ascenseurs. Parce que dans le milieu de travail, dès que vous êtes dans un contact qui est lié à votre profession, à votre travail, c'est le masque de procédure qui prime. Donc, c'est lui qui doit être porté, mais dans le contexte de rentrer, aller à notre vestiaire, aller à notre salle d'employés, bien, vous devez passer par un hall d'entrée ou par une aire d'accueil, et là, ce sera le couvre-visage qui sera obligatoire dans votre contexte. Si vous avez un masque de procédure, déjà pour aller faire votre travail qui vous a été fourni, vous pouvez mettre votre masque de procédure. L'inverse, toutefois, n'est pas vrai. Dans un contexte de travail, là, je vous rappelle, on parle aussi des coachs, des entraîneurs, donc toutes les gens qui sont dans les fédérations, dans les associations, dans le contexte du travail, c'est un masque de procédure qui doit être porté et non pas le couvre-visage. Rapidement, la raison pour laquelle la CNESST a demandé, exigé que le masque de procédure soit porté. Le masque de procédure assure la protection du travailleur et celle des individus qui l'entourent, ce qui n'est pas le cas avec le couvre-visage. Le couvre-visage ne protège pas le travailleur, mais va plutôt éviter qu'on projette des particules, des gouttelettes au public, aux gens qui sont autour de nous. Donc, en milieu de travail, la façon d'assurer la protection et du travailleur et des individus autour, c'est le masque de procédure. On l'appelle aussi le masque chirurgical. La raison pour laquelle on doit utiliser absolument ce masque-là, c'est qu'il est d'une qualité de fabrication qui est certifiée. Hein? Donc, il y a une certification qui y est associée, c'est la STM F2100 ou un équivalent. Donc, on va avoir des classes 1, 2, 3 de certification médicale qui nous assure la protection du masque, donc dans la fabrication du masque, qui est la plus efficace. La filtration, donc, des gouttelettes va être beaucoup plus efficace quand on a un masque de procédure. Donc, le niveau de grosseur des gouttelettes est beaucoup plus efficace avec un masque de procédure qu'avec un couvre-visage. L'ajustement est généralement meilleur parce qu'il est fait pour être ajusté sur différents visages. Donc, on est plus capable de venir complètement recouvrir le nez, la bouche, et de s'assurer que ça tienne bien en place aussi, qu'on ne soit pas constamment en train d'être obligé de le replacer. Il faut savoir aussi que le masque de procédure offre une beaucoup plus grande respirabilité, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de respirer à travers un masque, un
un couvre-visage, pas un couvre-visage, mais un masque de procédure, que le couvre-visage qui, en fonction du tissu, va coller, va bouger, va s'humidifier beaucoup plus rapidement. Donc, on va être capable plus facilement de respirer avec le masque de procédure. Il est possible de porter exclusivement un masque sans les lunettes de protection si tout le monde autour, tous les autres travailleurs, portent un masque de procédure. Donc, si tout le monde a un masque de procédure, il n'est pas nécessaire de porter la protection oculaire. Mais ça, c'est dans les cas où, assurément, vous n'avez aucune interaction avec la clientèle. Donc, si vous êtes, par exemple, en formation, tout le monde porte un masque de procédure, pas besoin de porter la protection oculaire. Le port de la protection oculaire est donc obligatoire, en plus du masque, quand vous êtes à moins de 2 mètres, sans barrière physique, avec des clients qui, eux, portent des couvre-visages. As-tu Amélie, oui, on a une question, Amélie. Question très intéressante. On dit dans le contexte d'un cours de natation où on se retrouve comme moniteur dans l'eau avec les enfants. Comment est-ce qu'on peut se respecter là, toutes les mesures là, de protection? Oui. C'est sûr que c'est un contexte qui est un petit peu plus difficile parce que, exemple, dans la fiche de l'INSPQ sur les lieux de baignade, il est clairement mentionné que ce n'est pas une bonne idée de porter un masque dans l'eau pour les raisons qu'on connaît. Là, ça pourrait être très difficile de respirer si le masque devenait complètement immergé. Donc, dans un cours de natation, c'est sûr que, puis vous irez voir, là, je vais peut-être essayer de vous le montrer, mais là, je vous le montrerai à la fin, je vous montrerai différents articles, différentes places où aller chercher de l'info. Mais l'article que la Société de sauvetage a publié dans la dernière revue Alerte démontre bien, explique bien les tenants et aboutissants de ça. C'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble avec François et avec l'INSPQ. Donc, les médecins étaient d'accord avec nos recommandations, que compte tenu du risque que vous avez d'être éclaboussé par de l'eau, donc que le masque devienne immergé, et en plus que vous devez, comme moniteur, assurément donner des consignes de sécurité qui sont importantes pour les enfants ou pour vos clients, bien, le port du masque n'est pas obligatoire dans l'eau lorsque vous êtes en train de travailler. Évidemment, on va essayer le plus possible de rester à distance, le plus qu'on peut des enfants. Il n'y en a pas de situation parfaite. Et ça, l'INSPQ et la santé publique, depuis le début, François pourrait vous le dire, là, sont très à l'aise avec le fait que la notion de sauvetage dans l'eau, la notion de travailler à s'assurer qu'il y ait des cours de natation qui soient possibles, bien, c'est sûr qu'on n'est pas dans une situation qui est top protégée, mais qui, pour les bénéfices que ça apporte, on va considérer le plus possible en distance que quand même, le moniteur n'a pas nécessairement besoin de porter une protection comme le couvre-visage ou en fait comme le masque de procédure dans le contexte où il va donner une formation parce qu'il est dans l'eau, parce qu'il y a trop de risques que ça soit complètement immergé et qu'il y ait un risque de porter cet équipement-là. Mais on va quand même essayer de maintenir la distance le plus possible. Je sais que dans certains centres aquatiques, certaines villes ont demandé chez les plus jeunes enfants, plus loin que d'habitude, dans les cours, là, je ne me rappelle pas, mais genre canard, salamandre et tout ça, bien, que les parents soient dans l'eau, justement pour faire le contact physique avec l'enfant en fonction de certaines directives là, qui pourraient être données pour que les moniteurs puissent assurer la formation des enfants comme il faut, sans avoir nécessairement de contact. Donc, on a demandé dans certains cas que les parents soient aussi dans l'eau avec leurs enfants pour s'assurer de la proximité de leur enfant pour qu'on puisse leur enseigner l'apprentissage de la nage. Ça va? On reviendra un petit peu plus tard s'il y a quelque chose. Là, je vous ai parlé des EPI, je vous ai parlé de la distance. Ça rajoute à toutes les autres mesures de contrôle qui existent encore et qu'on doit continuer ou mettre en place. Tout ce qui est la question des exclusions de cas, des cas de contact ou les personnes qui sont symptomatiques. Donc, toute personne qui a des contacts, on leur demande de ne pas se présenter. Donc, on vient limiter
notre risque d'être exposé. Je vous ai mis ici le lien à notre site Internet où est-ce que vous avez des exemples de questionnaires et où on repasse en revue l'ensemble des symptômes qui sont édictés par la santé publique. C'est assez clair sur les documents qu'ils ont publiés. Donc, je ne passerai pas plus de temps sur ça. Vous pourrez aller chercher la feuille des symptômes qui est directement sur le site. L'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire demeure. Donc, le fait de se laver les mains, désinfecter les mains, donc soit avec du savon, soit avec des solutions hydroalcooliques, sont les mesures encore aussi qui sont réputées très efficaces. Attention à où vous mettez les solutions hydroalcooliques. Assurez-vous que ce soit une aire assez ouverte pour pas qu'il y ait de file d'attente ou d'attroupement. Donc, on va essayer de garder ça le plus possible dans des aires ouvertes pour qu'on soit capable que le public et que les gens puissent se désinfecter les mains assez rapidement sans créer de goulot, par exemple, à l'entrée des vestiaires. Étiquette respiratoire, là, je pense que tout le monde est rendu bon. Là, on tousse dans notre coude. Puis, on essaye le plus possible de respecter cet élément-là. Le port du couvre-visage pour la population, donc le public, donc c'est eux qui vont venir intervenir dans vos locaux où vous travaillez. Donc ça vient nous donner aussi un coup de pouce dans les mesures de contrôle. Nettoyage, désinfection des surfaces et objets, ça demeure encore. Donc, on augmente les fréquences. Hein, la différence entre le nettoyage et la désinfection. Nettoyage, on enlève les saletés. Désinfection, on enlève virus et bactéries. Donc, on utilise des produits qui sont certifiés par Santé Canada pour assurément veiller à la désinfection. Surface et objets. En fonction de ce que vous avez, vous allez devoir établir des fréquences. Vous voyez souvent dans les fiches d'augmenter la fréquence. C'est minimalement, là, de règle générale, c'est 1 fois par quart de travail et plus si vous avez de l'achalandage. Donc, tout ce qui est surface fréquemment touchée, les poignées de porte, les toilettes, on essaye d'augmenter les fréquences de désinfection. Pour ce qui est des objets, là, j'en reparlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais je voulais plus me concentrer sur les équipements de protection individuelle. Dans la fiche lieu de baignade de l'INSPQ, on vous parle de désinfecter, de laisser en fait tremper, par exemple, les vestes de flottaison 15 minutes de chaque côté dans l'eau chlorée. Ça, je ne l'ai pas dit, là, ça peut être nécessaire que je le rajoute à cette étape-ci. Et l'INSPQ et la littérature internationale s'entendent pour dire que l'eau chlorée, donc l'eau de piscine, il n'y a aucun cas d'infection qui sont liés à des piscines. Donc, l'eau chlorée va nécessairement détruire assez facilement la COVID-19 là, dans nos contextes. C'est ce qui fait aussi qu'on est assez en risque faible au niveau des activités aquatiques parce que le chlore fait une partie de la job de désinfection pour nous. Donc, on va utiliser l'eau de la piscine pour désinfecter les objets, les surfaces le plus possible. Je sais que là-dessus, certaines villes aussi vont utiliser des bacs d'objets d'un cours à l'autre. Donc, entre 2 cours, vont se laisser un peu de temps pour changer leur matériel, pour pouvoir désinfecter pendant l'autre cours, puis après ça, réutiliser l'autre matériel. Donc, ça, c'est une désinfection qui est tout à fait acceptable. Est-ce qu'on augmente la fréquence dans les vestiaires et autres? Bonne idée. Est-ce que c'est nécessaire de le faire à chaque fois que quelqu'un passe? Non, ce n'est pas ce que la santé publique nous demande, mais on augmente la désinfection le plus possible des surfaces et objets. Ventilation dans les lieux de travail. Aïe, aïe, je viens de voir une méchante faute, je m'excuse, c'est un X qui va là. Ventilation dans les lieux de travail. On le sait que la ventilation vers l'extérieur, avec l'apport d'air frais, est essentielle dans nos lieux de travail pour nous aider à combattre la COVID. Dois-je vous rappeler encore une fois que les risques d'avant dans le secteur aquatique existent toujours? Donc, formation de chloramine, c'est encore un problème qu'on a dans certaines installations. Donc, la ventilation des lieux de travail, encore plus dans le secteur aquatique, est doublement importante. On continue de ventiler en tout temps pour s'assurer des apports d'air neuf, pour essayer d'éliminer autant la COVID que les chloramines qu'on a dans nos lieux de travail pour assurer les apports d'air frais un peu partout. Communication, information, formation, toujours aussi importante. Donc, on met les affiches, on forme notre personnel, on donne les informations, on envoie aux clients les grandes lignes de ce qu'ils doivent savoir. Donc, ça fait toujours partie des mesures
des autres mesures à mettre en place là, pour s'aider à ce qu'on puisse garder nos piscines ouvertes là, le plus longtemps possible cet hiver. Autre rappel concernant les équipements de protection individuelle, il faut les enlever de façon sécuritaire. Donc, on les enlève, on se lave les mains. À chacune des étapes, on va se relaver les mains avec souvent de la solution hydroalcoolique. Dans ce cas-ci, ça va être plus facile. Donc, entre chaque étape qu'on enlève des équipements, bien, on se lave les mains. On évite de partager nécessairement tout ce qui est matériel, là, donc, entre vous, crayon, papier, équipement de protection individuelle, à moins que ce soit désinfecté. Ça ne se partage pas. Un masque de procédure, une fois notre corps de travail terminé, malheureusement, pour l'écologie, mais ça va à la poubelle. Je vous rappelle à ce stade que la tâche première des sauveteurs, ce n'est pas de veiller à s'assurer que tout le monde porte son couvre-visage, mais la tâche première d'un sauveteur, c'est d'assurer la sécurité du baigneur. Donc, on va demander, même l'INSPQ a été très clair hier aussi, on va s'assurer que tout ce qui est règles COVID pour le public, bien, que ce soit quelqu'un qui soit attitré pour gérer ça et non pas les sauveteurs en tâche de surveillance, parce que votre tâche comme sauveteur, bien, c'est de surveiller l'installation, c'est de surveiller les baigneurs. C'est ça qui est la tâche première des sauveteurs dans ce contexte-là. Est-ce que concernant les situations jusque-là, ça va? François, y avait-tu des questions? Je n'ai pas vu de questions. Non, on n'a pas de questions en ce moment-ci. Excellent. Je continue. Section premier secours, premier soin, là, vous allez m'excuser, il y a beaucoup d'écriture, mais comme ça vient c'est des directives qui ont été données par la direction des soins préhospitaliers, je ne voulais pas mal interpréter leurs écritures. Donc, premier secours, premier soin. La notion de secouriste, donc un sauveteur est un équivalent secouriste au sens de la loi ou presque, là. Donc, quand on parle d'un secouriste, par exemple, au niveau de la CNESST, bien, ce sont les mesures de prévention qui s'appliquent aussi pour les sauveteurs. Donc, en situation de premier secours et premier soin, vous devez porter les équipements de protection individuelle, masque de procédure, visière ou protection oculaire, les gants, ça vous êtes habitués, vous les portiez déjà. On se désinfecte les mains avant-après, le retrait des habits, évidemment, et avant-après la RCR ou la manœuvre de premier secours. Le port de la jaquette ou tout autre type de vêtements pour se protéger les vêtements est recommandé. Il n'est pas obligatoire pour effectuer les manœuvres de RCR. S'il devait avoir éclaboussure, ben, on demande à ce que vous puissiez aller vous changer pour laver vos vêtements après, soit sur les lieux du travail ou soit à la maison. Parce que le port de la jaquette, ici, il est recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Donc, soit un vêtement pour vous protéger qu'après ça, vous enlevez, au même titre qu'un équipement de protection individuelle. Vous avez l'ensemble du détail de ce que je vous dis là qui est sur notre thème dans la section premier secours, premier soin, mais on va le regarder un petit peu plus ensemble. Donc, RCR, personne qui n'est pas victime de noyade, vous appelez le 911, on demande à ce qu'il y ait un appareil de défibrillation qui soit amené si vous n'en avez pas. Si possible, on couvre le visage du patient. On procède au massage en continu chez l'adulte, donc seulement les compressions thoraciques, jusqu'à ce que le DEA arrive ou jusqu'à ce que l'ambulance ou les services préhospitaliers arrivent et on procède à la défibrillation. Donc, je répète, victime qui n'est pas victime de noyade, chez un adulte, on couvre le visage du patient s'il le tolère et on procède au massage pour la défibrillation ensuite. Donc, ça, c'est la chaîne de survie, c'est le bulletin clinique qui a été émis par la direction des soins préhospitaliers. Chez l'enfant, compte tenu des faibles risques qu'on connaît chez l'enfant et que généralement, les soins préhospitaliers nous ont dit que la ventilation doit être effectuée chez l'enfant parce que c'est moins probable qu'il y ait une contamination et que c'est excessivement important chez l'enfant qu'il soit ventilé le plus rapidement possible compte tenu des types de maladies qu'on leur reconnaît en lien avec l'asphyxie. Dans ces cas-ci, on va utiliser le masque de poche avec un filtre qui va être ajouté, donc un filtre viral ou HEPA, qui est une alternative là, en arrêt cardio-respiratoire pédiatrique. Je vais revenir sur le masque. Victime de noyade. La direction des soins préhospitaliers a clairement mentionné
que le problème principal d'une victime de noyade, c'est l'asphyxie, ce qui veut dire que la ventilation est essentielle et la Direction médicale nationale, donc la Direction des soins préhospitaliers, appuie les recommandations de la Société canadienne de sauvetage et qui veut qu'on diminue, que le risque, en fait, est à peu près est très minime, là, la probabilité que la victime de noyade, compte tenu qu'elle est déjà en train de faire une activité physique, donc clairement, elle ne faisait pas de fièvre, elle n'était pas malade. Donc, le fait qu'elle soit porteuse est quand même faible et que l'asphyxie est vraiment majeure dans un cas de noyade, bien, il va falloir procéder à la ventilation. Ici, vous voyez des guillemets, là, parce que c'est tiré directement du bulletin de la Société canadienne de sauvetage. Donc, en ordre de préférence, le ballon masque, muni d'un filtre viral. Le ballon masque, l'astérix ici, là, je vous le rappelle, c'est qu'on doit être formé en oxygénothérapie pour travailler avec le ballon masque. Si ce n'est pas le cas, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de formation, ce qui est le cas, corrigez-moi, mais de 97% des sauveteurs au Québec, vous allez procéder dans une victime de noyade à la ventilation bouche à masque avec le filtre viral à 2 sauveteurs. Le filtre viral, c'est un des modèles qui a été rendu disponible, là. Donc, vous allez l'ajouter à votre masque de poche et c'est un filtre viral. Donc, il va agir, celui-ci particulièrement, là, agit aux 2 fonctions, c'est-à-dire anti-retour, mais aussi un filtre viral. Donc, les virus sont bloqués à un pourcentage qui est assez élevé, là, autour de 99%. Donc, on va procéder à 2 sauveteurs, parce que le deuxième sauveteur va assurer l'étanchéité du masque. C'est un enjeu qui est assez difficile, là, donc c'est de maintenir l'étanchéité du masque sur la victime. Si on est seul comme sauveteur, on utilise le masque de poche muni du filtre, mais on utilise la courroie serre-tête pour s'aider le plus possible avec l'étanchéité du masque encore. La 4e option, donc si on n'a pas ça, si on ne peut pas être 2 pour la ventilation bouche à masque, si on est seul et on n'a pas de serre-tête, bien, on peut demander à un membre de la famille ou à des proches, s'ils sont à proximité, formés pour intervenir. On pourrait, eux, leur demander de faire la ventilation, étant donné que, comme ils sont dans la bulle familiale, donc ils sont déjà en contact, s'il y avait un risque d'infection, bien, ils le seraient probablement eux-mêmes déjà. Donc, ça, c'est la façon dont on toute la notion de sauvetage d'un RCR. Je vous reprends ce tableau-là parce que si vous allez consulter le bulletin clinique, c'est ça que vous allez voir dedans. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quand on parle de secouriste ou de témoin, pour la direction des soins hospitaliers, c'est la notion de « je marche dans la rue, monsieur, madame, tout le monde, quelqu'un est à terre, qu'est-ce que je peux faire? » Donc, c'est ce genre de secouriste-là. Nous, on se retrouve plutôt au niveau ici, premier intervenant, secouriste en milieu de travail. Donc, on est dans la 2e ligne avec nos sauveteurs. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Masque de procédure, les lunettes ou les protections oculaires, les gants et la jaquette, si possible. Sinon, on va se changer. On couvre le visage du patient si possible. On procède à la défibrillation, massage en continu adulte, mais on fait la ventilation en pédiatrie et en noyade. Donc, ça, vous allez retrouver l'ensemble de ces informations-là dans le bulletin clinique. Alors, maintenant, on reprend chacune des situations. Vous ne pouvez pas nécessairement parler, mais je vais essayer de vous rendre ça le plus clair. Donc, arrivée et départ. Au niveau... peut-être avant, François, y avait-tu des questions sur premier secours, premier soin, intervention? Non, je n'ai pas de nouvelles questions. J'invite les gens, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser au bas de l'écran le questions-réponses, Q&A ou Q&R. Excellent. Je te laisse continuer, Amélie. Donc, on révise. Arrivée et départ. Donc, comme sauveteur, comme moniteur, comme gestionnaire, je me présente à l'installation aquatique. Ce que je dois avoir comme protection, c'est le couvre-visage. Parce que c'est celui-là, au niveau du public, qui est indiqué. En situation de surveillance sur ma chaise, on est en distanciation. Généralement, vous allez être à 2 mètres. Donc, pas besoin d'équipement. Vous êtes simplement en distanciation. Vous êtes en surveillance sur la promenade ou en rotation.
bien, on va vous suggérer le plus possible d'être aussi en distanciation. Je vous rappelle que c'est celle-là qui est la mesure la plus efficace. Donc, le plus possible, on est en distanciation. Si la distanciation n'est pas possible, bien là, ça nous prend le masque de procédure et la protection oculaire. Dans le cas où je serais à moins de 2 mètres, plus que 15 minutes sur mon quart de travail, en contact avec la clientèle ou mes collègues. Si tous mes collègues portent un masque de procédure, je n'ai pas besoin de protection oculaire. En situation d'enseignement, c'est la question qui avait été posée tout à l'heure. Donc, on va, encore une fois, privilégier la distanciation. Sinon, ça va être le masque de procédure et la protection oculaire. Pour rappel, vous êtes en situation de travail, donc ce n'est pas le couvre-visage, mais bien le masque de procédure qui doit être utilisé en tout temps lorsque vous êtes à moins de 2 mètres. Comme je vous disais, dans l'eau, on va l'éviter le plus possible. Si vous êtes à l'aise de porter un masque de procédure dans l'eau, ça serait plutôt difficile. Là. On juge qu'il y a pas mal de risques, entre autres au niveau du fait qu'on pourrait être immergé. Donc, le masque de procédure, de toute façon, deviendrait rapidement mouillé. Pause et repas, j'attire votre attention. On va rester le plus possible en distanciation. Ce qu'on voyait souvent cet été, ce que François me disait, entre autres dans les visites d'inspection, ça a été, en fait, les quelques cas qu'on a eu en installation aquatique et camp de jour, bien, c'était pause, repas, / soirée, soirée initiation, soirée de sauveteur, souper, etc. Donc, on va maintenir le plus possible la distanciation pendant la pause et le repas. Donc, vous allez organiser vos milieux de travail pour essayer que les gens soient soit décalés dans leurs horaires de pause et de repas ou qu'ils soient positionnés à 2 mètres dans la salle. Une fois qu'on a terminé notre repas, on désinfecte notre place pour laisser la place au suivant. Quand on est au niveau des sauvetages premiers secours, bien là, on va y aller avec le masque de procédure, la protection oculaire, les gants, la blouse si possible, pour s'assurer, sinon, d'aller changer en cas d'éclaboussure. En conclusion, travailleurs bénévoles / coach / moniteur / surveillant, on est en hiérarchie des moyens. On va privilégier la distanciation physique. Sinon, ça va être les équipements de protection individuelle qui vont s'appliquer, soit le masque de procédure et la protection oculaire. Pour les usagers, c'est des mesures à la population qui vont s'appliquer. Donc, le couvre-visage pour ces gens-là, le plus longtemps possible en fonction des règles que vous aurez déterminées par rapport à comment est votre installation, par rapport aux mesures que vous allez être capable de mettre en place dans vos installations. Donc, en fonction de vos vestiaires, vos corridors, vos éléments. Je rappelle que chacun a évidemment sa responsabilité, donc qu'on soit du public, qu'on soit du travail, que on soit un travailleur, un coach, un entraîneur ou une fédération ou un centre aquatique qui loue ces installations, par exemple, à des fédérations, bien, on a chacun nos responsabilités. On a chacun notre bout de travail à faire là, pour s'assurer qu'on puisse le plus possible. Si les mesures sont bien appliquées, c'est clair que les risques de transmission sont faibles. Il faut se rappeler que l'important, ça va être la distanciation. Et sinon, bien, ça va être le port des équipements de protection individuelle et évidemment le lavage des mains et la désinfection le plus possible. Juste une petite dernière note. Là, je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide pour certaines mesures préventives, tout ça, vous pouvez toujours vous référer aux professionnels de votre réseau. Donc, la santé publique en santé au travail a dans chacune des régions des gens qui sont prêts à vous aider, là, qui vont pouvoir prendre part avec vous à mettre en place les mesures de prévention puis le contrôle de la pandémie. Donc, il y a une équipe pour chacun un territoire donné. Je le sais que vous avez de l'information partout, mais j'ai essayé de vous remettre les liens les plus directs possibles pour que vous puissiez aller trouver l'ensemble des éléments qui pourraient vous être utiles. Sur notre page ici, le COVID, spécification pour les loisirs, piscine, on a mis l'ensemble des liens qui sont là au niveau de notre site web, que ce soit la magazine Alerte qui a publié, la société qui a publié dans Alerte la dernière revue, là, tout un dossier sur nettoyage, désinfection, puis aussi toutes les notions d'équipement de protection individuelle, que ce soit le guide de la RAC qui vous donne aussi des grandes lignes, ou que ce soit les dernières spécifications en lien avec ce que l'INSPQ
a publié. Donc, on a regroupé par thème là, pour essayer de vous aider à vous retrouver dans toutes les informations qui nous arrivent de gauche et de droite. Oui, merci. Voilà. Merci, Amélie. On a une question, puis je vous invite, si vous avez des questions, là, on a quelques moments là, pour en prendre. Puis, c'est une question qui est, je trouve, assez importante parce que ça porte à confusion. Là. On demande, là, juste pour être certaine, là, si on est en patrouille sur le bord de la piscine, puis qu'on se maintient à 2 mètres des clients et à 2 mètres des collègues, est-ce que je dois absolument porter mon masque en tout temps à cause qu'on est dans un bâtiment intérieur? Ou est-ce que je peux le retirer parce que j'ai la distance de 2 mètres que j'applique là, en tout temps? La distance de 2 mètres, c'est la clé. Si on est à 2 mètres, on n'a pas besoin de masque. Puis là, encore là, on parle de masque de procédure parce que l'argument, comme on disait tout à l'heure, l'argument d'être dans un lieu public, c'est pour le public. Donc, ça va être un couvre-visage qui va leur être exigé. Alors que comme sauveteur, comme moniteur, quand tu travailles, c'est nécessairement un masque de procédure que tu dois avoir et tu dois le porter seulement si tu es, je retourne, là, excusez, je ne veux pas vous donner mal au cœur, là, seulement si tu es à moins de 2 mètres, plus que 15 minutes cumulatives par quart de travail, tu dois porter ton masque. Si tu es à plus que 2 mètres sur l'ensemble de ton quart de travail, pas besoin de porter l'équipement de protection individuelle. J'ai une autre question. Oui. On rentre dans un complexe aquatique, mais le complexe il est fermé au public. On garde 2 mètres avec les collègues, puis on est en moins de 2 mètres, moins de 15 minutes par jour. Est-ce que je dois porter un masque? Entre autres, on pense aux préposés à l'entretien de la piscine là, qui font la désinfection puis l'entretien. Est-ce qu'eux doivent porter un masque? Par rapport au couvre-visage sur les halls d'entrée, c'est une très bonne question. Je vais la poser à nos médecins, mais moi, je pense que... Y a-t-il une distinction sur le lieu public? Est-il fermé ou ouvert? Bonne question. Je pense que non. Moi, théoriquement, je te dirais que dans le décret, il faut que le lieu public soit accessible. Mais je vais le revalider, mais je ne penserais pas. Par contre, si tu vas nettoyer le hall d'entrée, puis qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, bien là, c'est clair que ça te prend le masque de procédure. Parce que là, les opérateurs, le gens de ménage, si le complexe est ouvert, que tu travailles, que tu as un risque d'exposition, bien, c'est le masque de procédure qui doit être porté dans ce cas-là. Merci, Amélie. Donc, nous n'avons pas d'autres questions. Merci beaucoup, Amélie, pour cette présentation fort éclairante là, sur masque, pas masque. Ah, j'ai une dernière question qui rentre. Oui, il y en a une qui rentre. Si je donne un cours et que je suis à moins de 23 mètres, de 2 mètres probablement, plus que 15 minutes, est-ce que je dois porter un masque de procédure pour le reste de la journée si j'ai mon 15 minutes, si je dépasse mon 15 minutes dans le fond? Oui, non, ça, il n'est pas calculé comme ça. En fait, si tu as régulièrement des interactions avec le public, donc tu es à plus que 15 minutes évalué sur ton quart de travail, ben oui, tu devras porter ton masque de procédure. C'est pas j'ai passé 15 minutes, maintenant j'en mets un. Si tu es à moins de 2 mètres et que ça va être plus que 15 minutes, ben là, il va falloir que tu portes ton équipement. Ça veut dire que dans ta situation de travail, tu es en contact régulièrement avec quelqu'un de 2 mètres, de moins de 2 mètres. Donc, ça veut dire que dans ton contexte de travail, tu dois porter ton masque de procédure, à moins que ce soit vraiment très ponctuel. Parce que dans le fond, la notion du 15 minutes, là, si vous regardez au niveau de la CNESST n'était pas très chaude à utiliser cette notion de 15 minutes-là, justement pour ce genre de situation-là, vas-tu en avoir qui vont têter jusqu'à 15 minutes, à la 16e minute, ils vont me dire « Oups, là! » Donc, de façon générale, si vous devez être à moins de 2 mètres de quelqu'un, portez les équipements de protection individuelle et pour elle et pour vous, ça va vous protéger. Si vous donnez des cours, puis il y a des périodes, par exemple, vous allez rencontrer les parents. Hein, au début, vous allez donner des consignes, puis vous n'êtes pas capable de rester à plus que 2 mètres. Bien, il va falloir porter les équipements.
Si vous allez dans l'eau par la suite, vous enlevez les équipements de protection individuelle, vous donnez votre cours. Si vous avez d'autres interventions à refaire proche des gens, en dehors de l'eau, bien, vous remettez vos équipements. Merci, Amélie. Une information qui nous a été transmise aussi, là, Ville de Longueuil, on fait la distinction là, quand le lieu est ouvert au public ou non ouvert au public par rapport, j'imagine, aux équipements de protection. Ce qui veut dire que quand le lieu est fermé, ils doivent le considérer comme fermé, donc de ne pas obliger. Ça doit être ça. Ça serait logique. Là. Si la réponse n'est pas celle-là, je vous la recontacterai. Oui, hein, François, ils vont pouvoir avoir le PowerPoint? Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Mais merci Amélie. Merci à tous les participants au webinaire aujourd'hui. Écoutez, on vous invite à consulter là, les balados puis les webinaires sur la page web du forum là, de notre site web. Puis d'ici 24 heures, le webinaire va être rendu disponible en ligne. Donc, vous avez été des privilégiés, vous avez eu l'information maintenant, mais d'ici 24 heures, il sera disponible. Donc, vous pourrez le reconsulter ou inviter vos amis à le consulter. Donc, bien, merci encore. Merci à Amélie. Ça fait un plaisir encore là, de pouvoir échanger sur la santé et sécurité au travail. Merci à tous les participants. Donc, bien, au plaisir de vous recroiser dans les autres activités du forum. À bientôt. Merci. J'essaie de voir l'histoire du décret. Donc, merci à tout le monde. La salle se vide lentement. Merci encore d'être présent. Puis on espère que vous allez pouvoir partager l'information dans vos milieux de travail. Bon, la salle est vide. Oui, merci, ça a bien été. Oui, trouves-tu? Oui, oui. Okay. Écoute, c'est... Oh, je suis en enregistrement. Je vais cesser l'enregistrement maintenant.